Bonjour à vous et bienvenue à cette 152e émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire, et je vous remercie sincèrement de prendre ce temps pour vous, avec nous, pour la conscience, pour ce voyage intérieur que nous faisons ensemble semaine après semaine. Aujourd'hui, nous ouvrons un espace très particulier, un espace où l'imaginaire rencontre l'âme, où la vision rencontre la vibration, où la création rencontre la conscience. Nous recevons deux âmes qui ont marqué le monde, deux visionnaires qui ont transformé notre façon de rêver, de ressentir, de voir, de comprendre l'humanité. Deux maîtres du cinéma, deux architectes de monde, deux conteurs de l'invisible, James Cameron et Steven Spielberg. Leur œuvre a touché des milliards de personnes, mais aujourd'hui, nous allons rencontrer ce qui se cache derrière l'œuvre, leur essence, leur mission, leur vibration, ce qu'ils portent, ce qu'ils savent, ce qu'ils peuvent nous transmettre maintenant. Installez-vous confortablement, respirez, ouvrez votre cœur, ouvrez votre imaginaire, ouvrez votre conscience. Nous ouvrons avec les retours. Les retours sont des mises à jour concernant des échanges que nous avons déjà vécus avec des âmes invitées que nous avons reçues dans nos émissions antérieures. Cette semaine, le retour numéro 1 revient sur l'émission de la semaine dernière avec notre spécial Pâques. J'ai poursuivi la conversation avec Anna et Marie-Madeleine et je leur ai demandé la question suivante. Comment guérir sa peine en profondeur et une bonne fois pour toutes? Hein? J'ai l'impression que la réponse vous intéresse également. Alors, c'est Anna qui a pris la parole en premier, puis sa présence, évidemment, est aimante, stable, enveloppante. Elle parle comme une âme qui sait, qui a vu, qui a traversé. Elle ouvre. La peine ne se guérit pas en la repoussant. Elle se guérit en la tenant. Comme on tient un enfant qui pleure sans lui demander d'arrêter, sans lui demander d'être fort, sans lui demander d'être autrement. Votre peine n'est pas un obstacle, elle est une porte vers une partie de vous qui attend d'être reconnue. Ne cherchez pas à comprendre tout de suite, ne cherchez pas à analyser. Asseyez-vous avec elle, respirez avec elle. Laissez-la vous dire ce qu'elle n'a jamais pu vous dire. La guérison commence quand vous cessez de vous battre contre votre propre cœur. Anna dépose ça comme couverture chaude sur les épaules. Puis Marie-Madeleine s'avance. Sa vibration est plus vive, plus incarnée, plus émotionnelle. Elle parle comme une femme qui a aimé, perdu, aimé encore. La peine profonde n'est pas une faiblesse, dit-elle. Elle est la preuve que vous avez aimé. Et l'amour ne disparaît jamais. Il change de forme. Pour guérir, vous devez laisser votre peine circuler. Pas la retenir, pas la figer, pas la cacher. Laissez-la passer à travers votre corps. Laissez-la trembler, brûler, ouvrir. Laissez-la vous rendre plus vrai, plus tendre, plus humain. La peine n'est pas là pour vous briser. Elle est là pour vous révéler. Et souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul dans votre douleur. Chaque fois que vous pleurez, quelqu'un dans l'invisible vous tient la main. Moi, je vous tiens la main, toujours. Puis ensemble, elles concluent. Leurs voix se mélangent comme deux harmoniques. La guérison profonde n'est pas un obstacle, c'est un chemin.
un chemin où vous marchez avec votre peine, jusqu'à ce qu'elle devienne lumière. Ne vous pressez pas, ne vous jugez pas, ne vous comparez pas. Votre cœur sait comment guérir, votre âme sait où aller. Nous sommes avec vous à chaque pas. Et c'est Yeshua, Jésus, qui poursuit. Et je lui ai demandé comment guérir son cœur profond et l'habiter véritablement. Puis la présence de Yeshua arrive comme une lumière calme, stable, sans effort. Il parle avec une simplicité qui traverse. Elle dit, guérir votre cœur ne consiste pas à le réparer. Votre cœur n'est pas brisé, il est chargé, chargé de mémoire, de peur, de retenue, de loyautés anciennes. Pour guérir votre cœur, vous devez d'abord revenir en lui. Pas dans votre tête, pas dans vos histoires, mais dans votre cœur. Asseyez-vous en silence, respirez dans votre poitrine et dites simplement, je suis ici, je suis avec toi. Votre cœur n'a jamais eu besoin d'être fort, il a besoin d'être habité. Quand vous revenez dans votre cœur, vous sentez ce qui a été laissé derrière. Vous sentez ce qui n'a pas été dit. Vous sentez ce qui n'a pas été aimé. Ne fuyez pas, restez. Restez avec ce qui se présente. C'est ainsi que la guérison commence. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas venu sur terre pour éviter la douleur, vous êtes venu pour aimer à travers elle. C'est cela, habiter votre cœur. Anna s'avance ensuite avec sa douceur de grand-mère cosmique. Elle poursuit en disant, pour habiter votre cœur, vous devez d'abord lui faire de la place. Votre cœur est souvent rempli de ce qui ne vous appartient pas, les attentes des autres, les peurs héritées, les blessures de vos lignées. Respirez profondément, laissez sortir ce qui n'est pas vous. Votre cœur sait comment se guérir, il sait comment se rouvrir, il sait comment se rappeler sa nature. Vous n'avez rien à forcer, vous avez simplement à accompagner, comme on accompagne une fleur qui s'ouvre. Marie-Madeleine arrive avec une vibration plus incarnée, plus humaine et enchaîne en disant, pour guérir votre cœur, vous devez oser sentir, pas un peu, pas en surface, mais en profondeur. Votre cœur se guérit quand vous lui permettez de dire la vérité de ce qu'il a vécu, la vérité de ce qu'il a perdu, la vérité de ce qu'il espère encore. Ne vous découragez pas, ne vous jugez pas, ne vous retenez pas. Votre cœur est un temple et un temple n'est pas un lieu silencieux, c'est un lieu vivant. Habiter votre cœur, c'est accepter d'être vivant, vivant dans votre joie, vif dans votre peine, vrai dans votre amour. Et je vous le dis, chaque fois que vous osez sentir, vous vous rapprochez de votre âme. Et ensemble, leur message réunit d'une seule voix en 3 vibrations. Guérir votre cœur, c'est revenir à vous, c'est vous tenir avec vous, c'est vous aimer dans ce qui est encore fragile, c'est vous accueillir dans ce qui n'est pas encore clair, c'est vous permettre d'être humain et divin dans le même souffle. Votre cœur n'attend pas d'être réparé, il attend d'être retrouvé et nous marchons avec vous à chaque pas. Alors voilà, j'espère que vous avez eu un bon moment, une belle période de résurrection avec le temps pascal que nous venons de passer. Et nous enchaînons maintenant avec le retour numéro 2, cette fameuse table ronde céleste. Je m'entretiens avec des âmes invitées que nous avons déjà reçus dans des émissions antérieures et qui nous parlent des enjeux mondiaux que nous vivons actuellement, puis des solutions personnelles, puis collectives qu'ils proposent en leur sagesse innée, bien sûr.
Puis, je leur demande évidemment une bénédiction pour nous éclairer concernant leur vision, puis partage. Alors, considérant les deux invités que nous avons, aujourd'hui, j'ai concocté une table ronde autour de John Williams, le fameux compositeur cinématographique. Alors, la salle s'ouvre comme un souffle, une grande pièce circulaire lumineuse où chaque présence semble faite de vibrations plus que de forme. La table ronde n'est pas une table, c'est un anneau de lumière, un espace où les consciences se rencontrent. Et soudain, une onde musicale traverse la pièce. Pas une mélodie, en tout cas pas encore. Un tremblement harmonique, comme si l'air lui-même se souvenait de quelque chose. Puis il apparaît. L'âme de John Williams n'entre pas, elle se déploie. C'est une silhouette faite de lumière dorée, entourée d'un halo de cordes, de cuivre, de cœurs invisibles. Chaque pas qu'il fait laisse derrière lui une trame sonore, comme un thème qui se compose en marchant. Il sourit, un sourire calme, humble, presque timide, comme s'il n'avait jamais vraiment réalisé l'ampleur de ce qu'il avait offert au monde. Il prend une place à la table ronde et la musique se pose avec lui. Il dit, merci de m'accueillir ici. Je viens en tant que compositeur, oui, mais surtout en tant qu'homme qui a passé sa vie à écouter. Sa voix est douce, posée, presque chuchotée. Elle porte la même qualité que ses musiques, une simplicité qui ouvre un espace immense. On croit souvent que la musique vient de nous, dit-il, mais la vérité, c'est que nous venons d'elle. La musique existait avant nous et elle existera après nous. Nous ne faisons que la traverser. Autour de lui, des filaments de lumière vibrent comme des portées musicales. L'âme de John Williams pose ses mains devant lui, comme s'il touchait un piano invisible. Puis elle dit, le monde traverse une dissonance, une grande dissonance, pas une erreur, une transition. Comme une symphonie, il y a des moments où les harmonies se brisent pour permettre à une nouvelle tonalité d'émerger. Il ferme les yeux et poursuit. Aujourd'hui, l'humanité vit un passage entre deux mouvements. Le premier mouvement était celui de la survie, de la vitesse, de la performance et du bruit. Le second mouvement sera celui de l'écoute, de la nuance, de la profondeur, de la présence. Il ouvre les yeux et il brille. Mais pour passer d'un mouvement à l'autre, il faut accepter le chaos intermédiaire. C'est ce que vous vivez, un monde qui se cherche, qui se débat, qui se défend, qui se transforme. La première solution est simple mais exigeante, c'est de réapprendre à écouter. Pas écouter pour répondre, pas écouter pour comprendre, écouter pour ressentir, écouter pour laisser la vie vous traverser. Puis il fait un geste et une petite note résonne dans l'air. Chaque être humain possède un thème intérieur, une mélodie unique, mais la plupart ne l'entendent plus. Ils vivent dans le bruit extérieur, dans les obligations, dans les attentes et les peurs. Pour guérir, pour se retrouver, pour avancer, il faut revenir à cette mélodie intérieure. Elle est votre guide, votre boussole, votre vérité. Il sourit. Fermez les yeux, respirez et demandez-vous quelle est la musique que je porte. Qu'est-ce qui veut s'exprimer à travers moi? C'est là que commence la paix. Puis au niveau des solutions collectives, il propose de créer des harmonies plutôt que des batailles. John Williams pose ses mains sur la table de lumière. L'humanité a oublié qu'elle est un orchestre. Chacun joue sa partie, mais personne n'écoute les autres. On veut être soliste, on veut être entendu, on veut être reconnu. Mais une symphonie n'existe que parce que les instruments se répondent, parce qu'ils se respectent, parce qu'ils se complètent.
Puis il inspire profondément. Les solutions collectives ne viendront pas d'un seul leader, d'un seul pays, d'une seule idéologie. Elles viendront d'un accord, d'un ensemble, d'une écoute mutuelle, d'une volonté de créer quelque chose de plus grand que soi. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de plus d'harmonie et l'harmonie commence quand chacun accepte de jouer sa note sans vouloir écraser celle des autres. La lumière autour de lui s'intensifie. On dirait que la pièce entière devient une salle de concert cosmique. Il dit, je vous laisse ceci. Chaque fois que vous êtes perdu, chaque fois que vous êtes blessé, que vous êtes divisé, revenez à la musique. La musique ne ment pas, ne juge pas, ne sépare pas. Elle relie, élève et guérit. Vous êtes tous des instruments, vous êtes tous des mélodies, vous êtes tous des fragments d'une grande symphonie. Et cette symphonie n'est pas encore terminée. Elle s'écrit à travers vous, à travers vos choix, vos gestes, vos silences, vos élans, vos amours. Que votre vie devienne une musique, que votre cœur devienne un orchestre et que votre âme devienne un chant qui éclaire le monde. Et la dernière note flotte dans l'air, puis se dissout doucement. John Williams incline la tête et la table ronde s'illumine d'un accord parfait. La lumière de la table ronde céleste change subtilement. Après la présence musicale et dorée de John Williams, une autre vibration s'avance, plus terrestre, plus incarnée, mais tout aussi vaste. Un souffle traverse la pièce comme un vent chaud qui vient de loin, puis une silhouette apparaît, d'abord floue, puis nette. Un homme debout, calme, solide, les pieds ancrés dans la lumière verte et bleue, les couleurs de la terre. Leonardo DiCaprio ne marche pas vers la table, il avance comme un arbre qui se déplace, avec la force tranquille de quelqu'un qui porte le vivant dans son cœur. Il s'assoit et la table ronde semble respirer avec lui. Il pose les mains sur la surface lumineuse. Ses yeux brillent d'une intensité douce mais déterminée. Il dit, merci de m'accueillir ici. Je viens en tant qu'acteur, oui, mais surtout en tant qu'être humain qui a passé sa vie à écouter la Terre. Sa voix est grave, posée, vibrante. Il poursuit. On croit souvent que la planète est un décor, mais elle est un personnage vivant, sensible, patient, et aujourd'hui profondément blessé. Autour de lui, des filaments de lumière prennent la forme de forêts, d'océans, de glaciers, de nuages. Et il poursuit, je ne suis pas venu parler de catastrophe, je suis venu parler de conscience, parce que la Terre n'a pas besoin d'être sauvée, elle a besoin d'être reconnue. Il inspire profondément comme s'il respirait avec la planète. L'humanité vit une crise d'identité, poursuit-il. Nous avons oublié que nous faisons partie d'un tout, que nous sommes interreliés et interdépendants. Nous avons oublié que chaque geste, chaque choix, chaque consommation est une conversation avec la Terre. Il ferme les yeux. Il ajoute, aujourd'hui, les enjeux mondiaux ne sont pas seulement écologiques, elles sont émotionnelles, spirituelles et relationnelles. Nous avons perdu notre lien avec le vivant et quand on perd ce lien, on perd aussi le lien avec soi-même. Il ouvre les yeux et il brille d'une lucidité profonde. Le climat, les océans, les forêts, les espèces, tout cela n'est pas un problème extérieur. C'est le reflet de notre état intérieur. Un monde qui se coupe de son cœur, qui se coupe aussi de la terre.
Leonardo poursuit. Il pose une main sur sa poitrine. Au niveau des solutions personnelles, elle est très simple. Redevenez un être vivant. Pas productif, pas performant, pas parfait, mais vivant. Il sourit légèrement. Reconnectez-vous à ce qui respire, à ce qui pousse, à ce qui coule, à ce qui chante. Marchez dans la nature, touchez un arbre, respirez dehors, écoutez le vent. Ce ne sont pas des gestes naïfs, ce sont des gestes sacrés, parce qu'ils vous ramènent à votre essence. Il marque une pause et poursuit. Et surtout, apprenez à ressentir. Ressentir ce que la terre ressent. Ressentir ce que votre corps ressent. Ressentir ce que votre cœur retient. La guérison de la planète commence par la guérison de votre propre relation au vivant. Puis au niveau des solutions collectives, il se redresse plus ferme, plus engagé et propose de créer une humanité qui protège. Les solutions collectives ne viendront pas seulement des gouvernements, elles viendront des citoyens, des artistes, des enseignants, des parents, des jeunes, des communautés. Elles viendront de tous ceux qui décident de protéger ce qu'ils aiment. Il fait un geste circulaire autour de la table. Il poursuit, nous devons créer une culture de la protection, une culture où l'on valorise la vie, où l'on honore la nature, où l'on comprend que chaque action compte. Pas besoin d'être parfait, pas besoin d'être un héros. Il suffit d'être conscient et constant. Il inspire profondément. Le monde changera quand nous cesserons de nous comporter comme des propriétaires et que nous redeviendrons des gardiens. La lumière autour de lui devient verte, vibrante, presque végétale. Je vous laisse ceci. Chaque fois que vous respirez, souvenez-vous que la terre respire avec vous. Chaque fois que vous marchez, souvenez-vous que vous marchez sur un être vivant. Chaque fois que vous choisissez, souvenez-vous que votre choix est une graine qui peut nourrir ou détruire. Vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas trop petit, vous n'êtes pas seul. Vous êtes des créateurs, vous êtes des protecteurs, vous êtes des fragments du vivant. Que votre vie devienne un acte de protection, que votre cœur devienne un refuge et que votre âme devienne un engagement pour tout ce qui respire. Puis la lumière se dissipe doucement. Leonardo incline la tête et la table ronde s'illumine d'un vert profond comme une forêt qui remercie. Et la lumière de la table ronde céleste change encore après la présence végétale de Leonardo. Une autre vibration s'avance, plus intime, plus humaine, plus émotionnelle. Une brise douce traverse la pièce, puis une silhouette apparaît, entourée d'une lumière nacrée, presque aquatique. Elle avance avec une élégance simple, sans chercher à impressionner, une femme qui porte la vérité dans ses yeux et la force dans son cœur. Kate Winslet s'approche de la table ronde. Elle ne se déploie pas comme une star, elle arrive comme une femme vraie, entière, ancrée et profondément humaine. Elle s'assoit et la lumière autour d'elle devient un mélange de bleu, d'or et de rose, des couleurs de la vulnérabilité, du courage et de la renaissance. C'est une entrée de la femme qui ose être vraie. Elle pose ses mains sur la table de lumière et son regard est discret, doux, mais sans détour. Elle ajoute: «Merci de m'accueillir. Je viens en tant qu'actrice, oui, mais surtout en tant que femme qui a appris, parfois difficilement, à se tenir debout dans sa vérité.» Sa voix est chaleureuse, vibrante, profondément humaine. On croit souvent que la force consiste à ne pas tomber, mais la vraie force est de se relever encore et encore et encore.
Autour d'elle, des filaments de lumière prennent la forme de vagues, comme si l'eau elle-même racontait son histoire. Puis, au niveau des enjeux mondiaux, Kate inspire profondément comme si elle rassemblait les émotions du monde. Elle dit que les enjeux mondiaux ne sont pas seulement politiques ou climatiques, ils sont émotionnels, ils sont humains. Nous vivons une époque où les gens sont fatigués, épuisés même, par la pression d'être parfaits, performants et irréprochables. Elle ferme les yeux un instant. Le monde souffre d'un manque d'authenticité. Nous avons appris à cacher nos failles, à maquiller nos blessures, à sourire quand on a mal, à dire ça va quand rien ne va. Et cette dissonance intérieure crée une dissonance collective. Un monde qui ne dit pas la vérité ne peut pas guérir. Elle ouvre les yeux et ils brillent d'une lucidité tendre. Nous avons besoin de retour à l'humanité, dit-elle, à la simplicité, à la vérité, à la vulnérabilité. Elle pose une main sur son cœur. La première solution est simple mais courageuse. Osez être vous, pas la version polie, pas la version attendue, pas la version acceptable. Vous, avec vos forces, vos failles, vos contradictions, vos élans. Elle sourit doucement. La guérison personnelle commence quand on cesse de jouer un rôle dans sa propre vie, quand on arrête de se cacher derrière ce qu'on croit devoir être, quand on accepte d'être vu, vraiment vu. Elle marque une pause, puis elle poursuit. Osez dire ce que vous ressentez. Osez demander de l'aide. Osez dire non. Osez dire oui. Osez être imparfait. Parce que c'est dans l'imperfection que se trouve la beauté la plus vraie. Et elle se redresse plus ferme, plus engagée. Au niveau des solutions collectives, elle parle de créer une culture de la compassion, que les solutions collectives ne viendront pas seulement des institutions, elles viendront de la façon dont nous traitons les uns les autres. Nous devons créer une culture de la compassion où l'on écoute vraiment, où l'on soutient sans juger, où l'on célèbre la diversité des parcours, des corps, des émotions, des histoires. Elle inspire profondément. Le monde changera quand nous cesserons de nous comparer et que nous commencerons à nous comprendre. Quand nous cesserons de nous critiquer et que nous commencerons à nous soutenir. Quand nous cesserons de nous cacher et que nous commencerons à nous montrer tels que nous sommes. Elle pose ses mains sur la table. Elle poursuit en disant, la compassion est une force révolutionnaire. Elle peut transformer une personne, une famille, une société. Elle peut transformer le monde. Une lumière s'installe autour de Kate Winslet et qui devient rose dorée comme une aube qui se lève. Elle dit, je vous laisse ceci. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé. Vous n'avez pas besoin d'être fort pour être digne. Vous n'avez pas besoin d'être prêt pour commencer. Vous avez seulement besoin d'être vrai. Vrai avec vous-même, avec les autres, avec la vie. Chaque fois que vous choisissez la vérité, vous vous rapprochez de votre âme. Chaque fois que vous choisissez la compassion, vous guérissez une partie du monde. Chaque fois que vous choisissez l'authenticité, vous devenez un phare pour ceux qui n'osent pas encore. Votre vie devient un acte de vérité, que votre cœur devienne un espace de douceur et que votre âme devienne un lieu de renaissance. La lumière se dissipe doucement. Kate incline la tête
et la table ronde s'illumine d'un rose doré comme une promesse de guérison intérieure. La lumière de la table ronde céleste change une nouvelle fois. Avec la douceur du rose doré de Kate Winslet, une autre vibration s'avance, plus pétillante, vivante, plus solaire. Une énergie joyeuse traverse la pièce comme un éclat de rire qui n'a pas encore trouvé sa forme. Puis une silhouette apparaît, entourée d'une lumière jaune, chaude, vibrante, la couleur du soleil après la pluie. Drew Barrymore arrive comme une bouffée d'air frais. Elle ne marche pas, elle rayonne. Elle avance avec cette spontanéité qui lui est propre, un mélange de vulnérabilité assumée et de joie contagieuse. Elle s'assoit à la table ronde, puis la lumière autour d'elle devient un mélange de jaune, de turquoise et de blanc, les couleurs de la guérison émotionnelle, de la liberté et de la renaissance. Elle pose ses mains sur la table de lumière, son regard est doux, brillant, profondément humain. Elle, elle dit, Merci de m'accueillir ici. Je viens en tant que femme qui a appris à renaître encore et encore et encore. Sa voix est chaleureuse, vibrante, pleine de vie. Elle dit, on croit souvent que la guérison est un chemin linéaire, mais la guérison est un jardin. Parfois ça pousse, parfois ça fane, parfois ça revient, ça surprend même. Autour d'elle, des filaments de lumière prennent la forme de fleurs qui s'ouvrent. Drew inspire profondément comme si elle rassemblait les émotions du monde. Les enjeux mondiaux ne sont pas seulement extérieurs, ils sont intérieurs. Nous vivons une époque où les gens ont oublié leur enfant intérieur, ils ont oublié comment jouer, comment rêver, comment s'émerveiller, comment se relever. Elle ferme les yeux un instant. Elle dit, le monde souffre d'un manque de douceur, de manque de joie, de manque de permission d'être humain. On demande aux gens d'être forts, productifs, d'être parfaits, alors qu'ils ont surtout besoin d'être aimés. Elle ouvre les yeux et ils brillent d'une tendresse infinie. Nous avons besoin d'un retour à la joie simple, à la spontanéité, à la liberté intérieure, à la permission d'être soi. Elle pose la main sur son cœur. La première solution est simple. Retournez chercher votre enfant intérieur pour le guérir, pas pour le corriger, pas pour le discipliner, mais pour l'aimer, pour l'écouter, pour le laisser respirer. Elle sourit, un sourire qui illumine toute la pièce. Votre enfant intérieur sait ce que vous avez oublié. Comment rire, comment créer, comment s'émerveiller, comment aimer sans calcul, comment se relever après une chute. Il est votre guide, votre guérisseur, votre source. Elle parle, elle marque une pause, puis enchaîne en disant, prenez soin de lui, parlez-lui, demandez-lui ce dont il a besoin et surtout, laissez-le vivre. Au niveau des solutions collectives, l'âme de Drew Barrymore propose de créer une culture de bienveillance. Elle se redresse, plus engagée, plus lumineuse. Elle dit que les solutions collectives ne viendront pas seulement des grandes décisions, elles viendront de la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Nous avons créé une culture de bienveillance, une culture où l'on célèbre la vulnérabilité, où l'on accueille les émotions, où l'on normalise les imperfections, où l'on soutient les renaissances. Elle inspire profondément. Le monde changera quand nous cesserons de juger les parcours que nous commençons à honorer la Renaissance.
Le monde changera quand nous cesserons de juger les parcours et que nous commencerons à honorer les renaissances. Quand nous cesserons de cacher nos blessures et que nous commencerons à les transformer en force. Quand nous cesserons de nous durcir et que nous commencerons à nous adoucir. Elle pose ses mains sur la table et poursuit. La douceur est une révolution, la joie est une guérison, la vulnérabilité est une force. Puis la lumière autour d'elle devient jaune dorée comme un soleil intérieur qui se lève. Je vous laisse ceci, vous avez le droit de recommencer. Vous avez le droit de changer. Vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit de guérir lentement. Vous avez le droit d'être heureux. Vous n'êtes pas défini par votre passé, vous êtes défini par votre capacité à renaître. Chaque fois que vous choisissez la joie, vous guérissez une partie de vous. Chaque fois que vous choisissez la douceur, vous guérissez une partie du monde. Chaque fois que vous choisissez d'être vrai, vous devenez un phare pour ceux qui n'osent pas encore être. Que votre vie devienne un jardin, que votre cœur devienne un soleil et que votre âme devienne une renaissance. La lumière se dissipe doucement, Drew Barrymore incline la tête et la table ronde s'illumine d'un jaune doré comme une promesse de joie retrouvée. C'est alors qu'Harrison Ford fait son entrée. La lumière de la table ronde se transforme encore. Après la joie solaire de Drew Barrymore, une autre vibration s'avance, plus dense, plus grave, plus ancrée. Un souffle profond traverse la pièce comme un vent qui vient des montagnes. Puis une silhouette apparaît, entourée d'une lumière brune, dorée, presque boisée. Il avance avec une démarche simple, directe, sans artifice. Un homme qui n'a rien à prouver, mais tout à transmettre. Harrison Ford s'approche de la table ronde. Il ne cherche pas à impressionner, il incarne. Il s'assoit et la lumière autour de lui devient un mélange de brun, de cuivre et de bleu nuit, les couleurs du courage, de la vérité et de la profondeur intérieure. Il pose ses mains sur la table ronde, son regard est franc, clair, sans détour, avec une force tranquille. Il dit: Merci de m'accueillir. Je viens en tant qu'homme qui a appris à traverser les tempêtes. Sa voix est grave, posée, solide. Il dit: On croit souvent que le courage, c'est ne jamais avoir peur. Mais le vrai courage, c'est avancer même quand on a peur. C'est continuer même quand c'est difficile. C'est rester debout même quand tout vacille. Autour de lui, des filaments de lumière prennent la forme de paysages, des déserts, des forêts, des montagnes, des ciels ouverts. Harrison inspire profondément, comme s'il rassemblait la gravité du monde. Il dit: Les enjeux mondiaux d'aujourd'hui ne sont pas seulement politiques ou environnementaux, ils sont liés à la responsabilité. Nous vivons une époque où beaucoup cherchent un coupable, mais peu cherchent leur propre rôle. Il ferme les yeux un instant. Le monde souffre d'un manque de responsabilité personnelle. On attend que les autres changent, on attend que les gouvernements agissent, on attend que les systèmes se transforment. Mais la vérité, c'est que le changement commence par soi, par ses choix, par ses gestes, par sa conscience. Il ouvre les yeux et il brille d'une lucidité ferme. Il dit: Nous avons besoin d'une humanité qui se tient debout, pas parfaite, pas héroïque, juste responsable. Il pose une main sur sa poitrine. La première solution est simple: marchez droit. Pas droit selon les autres, droit selon vous, selon votre conscience, selon votre vérité. Il sourit légèrement, un sourire rare mais sincère.
Il dit, faites ce qui est juste, même quand personne ne regarde, même quand c'est difficile, même quand c'est inconfortable. La dignité, c'est ce que vous faites quand vous êtes seul. Il marque une pause. Prenez soin de votre esprit. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de votre parole. Prenez soin de votre relation à la terre. Ce sont des actes simples, mais ce sont eux qui changent une vie. Ils se redressent plus fermes et engagés. Au niveau des solutions collectives, il dit qu'elles ne viendront pas de grands discours, elles viendront de la solidarité réelle. Pas la solidarité de façade, mais la solidarité qui est inconditionnelle, la vraie, celle qui se vit dans le geste, dans le choix, dans les sacrifices. Il l'inspire profondément. Nous devons apprendre à nous soutenir, à nous respecter, à nous écouter, à nous protéger. Une société n'est forte que si les gens qui la composent se tiennent les uns les autres. Il pose sa main sur la table. Le monde changera quand nous comprendrons que nous sommes tous liés, que ce qui arrive à l'un affecte l'autre, que la souffrance de l'un est la souffrance de tous et que la guérison de l'un est la guérison de tous. La lumière autour de lui devient cuivre et bleu nuit comme un feu intérieur qui brûle calmement. Il dit, vous êtes plus fort que vous le croyez, vous êtes plus courageux que vous le pensez, vous êtes plus capable que vous ne l'imaginez. Chaque fois que vous choisissez la vérité, vous devenez un pilier. Chaque fois que vous choisissez la responsabilité, vous devenez un guide. Chaque fois que vous choisissez le courage, vous devenez une lumière. Vous n'avez pas besoin d'être un héros, vous avez seulement besoin d'être vrai, vrai avec vous-même, vrai avec les autres, vrai avec la vie. Et que votre vie devienne un acte de courage, que votre cœur devienne un refuge solide et que votre âme devienne une force tranquille qui éclaire le monde. La lumière se dissipe doucement. Harrison incline la tête et la table ronde s'illumine d'un bleu nuit profond comme un ciel étoilé qui protège. Alors voilà ce qui conclut ce segment puissant, mature et profondément ancré que nous offre la table ronde et les retours. Puis avant de vous présenter notre invité du jour et pour accompagner l'arrivée vibratoire de l'âme de James Cameron, nous vous proposons une trame sonore puissante et immersive, The Beauty of James Cameron. Cette création rassemble des extraits visuels emblématiques de ses films comme Avatar, Titanic, Terminator, portés sur une musique cinématographique intense qui met en lumière la signature unique du réalisateur, la grandeur, l'émotion, la profondeur humaine et l'exploration des mondes intérieurs comme extérieurs. Cette trame sonore ouvre un espace sensoriel où l'on ressent immédiatement la vision de Cameron, un mélange technologique de poésie, de courage et de dépassement de soi. Elle prépare parfaitement le terrain pour accueillir son âme, sa créativité et la sagesse derrière son génie artistique. Alors, grâce à notre recherchiste, Lynn Gagné, voici l'information entière que nous avons concernant James Francis Cameron, qui est né le 16 août 1954 à Kapuskasing, dans le nord de l'Ontario. Il grandit dans une famille où se mélangent la rigueur et la créativité. Un père ingénieur électricien, une mère artiste et infirmière, et une fratrie nombreuse qui nourrit son imaginaire. Très tôt, il développe une fascination pour la science, les machines, les mondes inconnus et les histoires. En 1971, la famille déménage en Californie. James étudie la physique, mais son cœur n'y est pas. Il gagne sa vie comme mécanicien et chauffeur de camion,
tout en rêvant de cinéma. Son premier court-métrage Xenogenesis, financé par un groupe de dentistes, révèle déjà son obsession: créer des mondes, repousser les limites et inventer des technologies. Cette audace attire l'attention de Roger Corman, maître des séries B, qui lui ouvre les portes des effets spéciaux. Cameron apprend tout: la photo, les miniatures, les matte painting, la direction artistique, la réalisation de seconde équipe. Une anecdote célèbre raconte qu'il fit bouger des verres sur un faux bras grâce à un câble électrique. Les producteurs stupéfaits lui offrent sa première chance de mise en scène. En 1982, il réalise Piranha 2, une expérience catastrophique qu'il reniera. Mais de cette cendre naît un feu, Terminator. En 1984, il écrit et réalise Terminator, inspiré de ses cauchemars et de la série Au-delà du réel. Tourné pour 6 millions, le film en rapporte 80. Il devient un phénomène mondial, propulse Arnold Schwarzenegger au rang d'icône et installe Cameron comme un génie d'Hollywood. Il enchaîne avec Alien en 1986, où il impose sa vision: des femmes fortes, des scènes d'action intenses, une tension psychologique rare. Le tournage est difficile, mais le succès est immense. Puis vient Abyss en 1989, tourné dans une centrale nucléaire inondée avec des caméras sous-marines inventées par Cameron et son frère. Le film est un exploit technique, un tournage éprouvant, un mythe fondateur de sa carrière. Puis en 1991, Cameron révolutionne le cinéma avec Terminator 2, Le Jugement dernier. Budget record, effets numériques inédits, scènes d'action spectaculaires, le film rapporte plus de 500 millions et redéfinit les possibilités du cinéma. Il retrouve ensuite Schwarzenegger pour True Lies en 1994, un remake explosif de La Totale. En parallèle, il cofonde Digital Domain, une compagnie d'effets spéciaux qui marquera l'industrie. Obsédé par l'histoire du Titanic depuis Abyss, Cameron se lance dans un projet titanesque: reconstruire le paquebot, repousser les limites techniques et créer une fresque humaine et historique. Le film dépasse les 200 millions de budget. Les studios paniquent, Cameron renonce à son salaire pour prouver sa foi. Et à sa sortie en 1997, Titanic devient le plus grand succès de l'histoire du cinéma. Il empoche 1,8 milliard de recettes, 11 Oscars dont 3 pour Cameron, un phénomène culturel mondial. Il devient l'un des réalisateurs les plus influents de tous les temps. Et en 2009, Cameron revient avec Avatar, un projet qu'il avait écrit dans les années 90, mais qu'il ne pouvait pas tourner faute de technologie. Il invente de nouvelles caméras, révolutionne le 3D, crée Pandora, un monde vivant, organique et spirituel. Avatar devient le film le plus rentable de l'histoire, une révolution technologique et un manifeste écologique. Il lance ensuite la production simultanée de 4 suites, un chantier colossal de plus d'un milliard de dollars. Et en 2022, Avatar, La Voix de l'eau, devient le film le plus rentable de l'année et le 3e plus gros succès mondial. James Cameron n'est pas seulement un cinéaste, c'est un explorateur, un scientifique, un inventeur. En 2012, il descend dans la fosse des Mariannes
À 10 898 mètres de profondeur, il devient le premier homme à atteindre cette profondeur en solitaire. Il ramène des images inédites, des échantillons et ouvre une nouvelle ère d'exploration sous-marine. Il possède plusieurs sous-marins personnels et collabore avec la NASA. Il a même convaincu l'agence d'embarquer une caméra sur le robot Curiosity envoyé sur Mars. Puis depuis 2009, il soutient le chef Raoni contre le barrage de Belo Monte. En 2012, il devient végétalien avec toute sa famille pour des raisons environnementales. Il ouvre un restaurant vegan en Nouvelle-Zélande et investit dans des usines de protéines végétales. Il produit de Game Changers qui déconstruit les préjugés sur le véganisme. Il fonde avec son épouse Suzy Amis la Avatar Alliance Foundation dédiée à la protection des océans, à la lutte contre le changement climatique, à la défense des peuples autochtones, à la reforestation, à l'agriculture durable. Au niveau des distinctions, honneurs et reconnaissances mondiales, James Cameron est le compagnon de l'Ordre du Canada. Il est officier de la Légion d'honneur. Il est lauréat de 3 Oscars, 4 Golden Globes, BAFTA, des Césars et plus de 20 distinctions majeures. Il a été honoré par la Cinémathèque française en 2024-2025 avec une exposition monumentale, l'art de James Cameron. Cameron a été marié 5 fois avec Sharon Williams, Gail Ann Hurd, Catherine Bigelow, Linda Hamilton, puis Suzy Amis, avec qui il a 3 enfants. Il est aujourd'hui un homme apaisé, engagé, profondément tourné vers la planète et la transmission. Au niveau de son héritage, ben, c'est un pionnier technologique, un créateur de monde, un explorateur des profondeurs, un militant écologique, un visionnaire du cinéma, un passeur de conscience. Et son œuvre est marquée par des héroïnes puissantes, des innovations techniques, une obsession pour l'eau, les abscisses, les machines, une quête spirituelle et scientifique, un amour profond pour la terre et le vivant. James Cameron n'a pas seulement fait des films, il a changé la manière dont l'humanité voit, rêve, explore et comprend le monde. Alors, je vous présente la deuxième trame sonore de Vision of James Cameron. Bon, je vous avoue qu'il n'y avait pas de place où ce qu'il chantait, dansait, jouait d'un instrument de musique. Alors, les trames sonores aujourd'hui, c'est pas mal toutes des tributes. Donc, pour accompagner la profondeur créative et la vision intérieure de James Cameron, bon, The Vision of James est un montage vibrant qui met en lumière l'essence même de son génie. Cette vidéo rassemble des scènes puissantes tirées de ses œuvres majeures, portées par une musique immersive qui révèle la dimension visionnaire de son imaginaire. Un mélange d'audace, de sensibilité, de technologie et d'humanité. Cette trame ouvre un espace où l'on ressent la force comme celle de sa mission artistique, explorer l'inconnu, repousser les limites et rappeler que la beauté naît souvent du courage de voir plus loin que le monde visible. Elle prépare magnifiquement l'arrivée de son âme à la table ronde. Alors, au niveau de la lecture de ses énergies, on voit son obsession pour les océans, son rapport viscéral avec la nature, son besoin de créer des mondes entiers, son leadership calme mais absolu. On voit un lion architecte qui est pas concentré sur la performance, même s'il y arrive. Quand on regarde son énergie, bon, ben, il y a beaucoup de feu et d'eau. Donc, le feu lui donne la vision, l'eau lui donne la profondeur, puis ensemble, ça crée un mythe vivant. Puis il suit le chemin de vie des mystiques, des chercheurs, des exploreurs, des êtres qui veulent comprendre le sens caché des choses. Cameron n'est pas un réalisateur, c'est un chercheur de vérité, un homme qui veut percer les lois de l'univers.
Et ça explique son perfectionnisme extrême, son besoin d'aller au fond des choses, son rapport quasi scientifique à la création, puis son lien avec la technologie comme un outil spirituel. Et oui, si vous vous en doutez, sa couleur d'âme est bleu indigo. C'est un pur visionnaire. Donc oui, c'est la couleur des intuitifs, des êtres connectés aux mondes invisibles, des bâtisseurs entre les dimensions. Il crée des ponts. C'est aussi la couleur des voyants, des pionniers, des éveilleurs. Puis Cameron crée des mondes parce qu'il s'en souvient. Il fait partie à la famille d'âmes des visionnaires, tout simplement, ceux qui voient avant les autres. Ce sont des inventeurs, des prophètes, des architectes de futurs possibles. Ce sont également des éclaireurs. Cameron n'est pas venu pour suivre, il est venu pour ouvrir la voie. Puis au niveau de ses incarnations antérieures, ce que j'ai vu, c'est très, très intéressant. J'ai vu un explorateur polaire. Une incarnation où l'âme était attirée par des environnements extrêmes, les frontières du monde, les zones où l'humain disparaît et où la vérité apparaît. Puis ça, c'est une vie qui, dans la mythologie personnelle, il a marché sur la glace, affronté le froid, exploré les zones blanches du globe, cartographié l'inconnu, survivre là où la vie est rare. Puis il a cherché la vérité dans les lieux où tout est réduit à l'essentiel. Puis c'est l'explorateur polaire qui a cherché la limite, testé la résistance, qui a voulu comprendre ce qu'il y a après, puis qui se sent vivant dans l'extrême, dans le but de trouver la vérité dans le dépouillement. Cameron porte cette vibration dans son rapport au danger, à la profondeur, à la solitude, à la quête de sens. Il n'explore pas pour conquérir, il explore pour comprendre. J'ai vu également un moine cartographe, l'âme qui comprend que le monde par la structure, la géométrie, la logique et la précision. C'est vraiment une incarnation qui représentait dans cette vie-là, où il a à tracer des cartes, à mesurer le monde, à comprendre les lois invisibles, à organiser l'information, à structurer le chaos, puis à chercher la cohérence derrière l'apparence. Puis, c'est sûr que dans cette vie-ci, le parallèle que j'ai fait avec cette vie-là, un peu son obsession pour la précision technique. J'ai vu aussi sa capacité à créer des mondes cohérents jusque dans leurs écosystèmes, dans son besoin de comprendre la mécanique du vivant, son rapport presque scientifique à la narration, puis sa manière de reconstruire des univers complets. Le moine cartographe n'est pas qu'un simple technicien, c'est un chercheur de vérité. Il voulait comprendre comment les choses fonctionnent, pourquoi elles existent, comment elles s'imbriquent, comment elles se transforment. Cameron porte cette vibration dans sa façon de mélanger science et art, de créer des technologies nouvelles pour raconter ses histoires, pour cartographier des mondes imaginaires comme s'ils étaient réels, puis de chercher la structure derrière l'émotion. Et il était un moine cartographe parce qu'il organise l'invisible. J'ai vu également un ingénieur visionnaire de la Renaissance, une âme qui marie l'art, la science, la technologie et la spiritualité. C'est une incarnation qui a, à cette époque, vécu où l'art et la science n'étaient pas séparés. Les inventeurs étaient des artistes, les artistes étaient des ingénieurs, puis les créateurs étaient des visionnaires qui imaginaient des machines volantes, qui étudiaient l'anatomie, qui peignaient des chefs-d'œuvre, qui inventaient des outils, qui cherchaient de comprendre la nature. Et là, j'ai vu dans ce moment-là une vibration très proche avec Léonard de Vinci, dans le même type de mission d'âme.
Puis aujourd'hui, ben, chez Cameron, ce que ça lui a apporté, cette vie-là, ben, il a inventé des caméras, il a développé ces technologies, créé des logiciels, conçu des sous-marins, il a repoussé les limites du cinéma, il a marié la science, l'art et la spiritualité ensemble. Puis l'ingénieur visionnaire de la Renaissance était un être qui voyait le futur, qui créait ce qui n'existait pas encore, qui refusait les limites, qui mariait l'intuition et la technique, et puis qui transforme ses visions en réalité. Il était un ingénieur visionnaire parce qu'il inventait pour révéler. Et j'ai aussi soulevé une incarnation dans son livre de vie où il était un chaman océanique, une âme connectée à l'eau, au vivant, au monde sous-marin, aux mémoires profondes. Puis, ben, dans cette vie-là, OK, il a passé sa vie à vivre près de l'eau, à écouter les courants, à comprendre les animaux marins, à lire les messages de l'océan, à guérir par l'eau, à naviguer entre les mondes visibles et invisibles. Et ce chaman océanique était en mesure d'entendre les messages du vivant, de ressentir les énergies subtiles, de comprendre les cycles naturels, de porter une sagesse ancienne et de naviguer entre les dimensions. Cameron aujourd'hui porte cette vibration dans sa relation spirituelle avec l'eau, sa capacité à filmer le vivant avec respect, son obsession pour les profondeurs, son lien avec les baleines, les créatures marines, les écosystèmes aquatiques. Il était un chaman océanique parce qu'il écoutait ce que l'océan murmurait et il le fait encore aujourd'hui. Et ça explique aussi pourquoi son œuvre est si profonde, si technologique, si spirituelle, si océanique. Il ne vient pas d'un seul lieu symbolique, mais de 4 lignées mystiques. Il porte la mémoire d'un homme qui a toujours cherché l'invisible dans le visible. Et James Cameron est venu pour réconcilier la technologie et le sacré, rappeler que la nature est un temple, montrer que l'imaginaire est un portail, puis ouvrir des mondes pour que l'humanité se souvienne d'elle-même. Je vous présente maintenant la troisième trame sonore qui s'appelle Dream as One, interprétée par Miley Cyrus pour la trame sonore d'Avatar. Pour compléter l'univers émotionnel et visionnaire de James Cameron, nous vous proposons la chanson interprétée pour l'univers d'Avatar. Cette pièce porte une vibration profondément humaine et un souffle d'unité qui résonne avec le message central de Cameron. La connexion existe entre les êtres, la protection du vivant et la capacité de rêver ensemble à un monde plus vaste, plus doux, plus conscient. La voix de Miley, à la fois fragile et puissante, s'entrelace avec l'esthétique d'Avatar pour créer un espace d'ouverture du cœur, un appel à l'empathie, à la beauté, à la guérison collective. C'est une trame qui élève, qui rassemble et qui prépare magnifiquement notre table ronde céleste avec l'arrivée de James. La table ronde céleste s'ouvre dans un souffle qui ressemble à une marée. Une onde bleue traverse l'espace comme si l'océan lui-même se souvenait de quelque chose. Puis une silhouette se forme, d'abord floue, puis nette, comme un plongeur qui remonte des profondeurs. James Cameron apparaît. Il ne marche pas, il glisse. Il ne s'impose pas, il s'infiltre. Il ne cherche pas la lumière, il l'amène avec lui. Une lumière froide, indigo, presque abyssale. Il s'assoit sans bruit, mais l'air change autour de lui. On sent la pression des profondeurs, la densité des mondes invisibles, la présence d'un homme qui a passé sa vie à franchir des frontières technologiques, artistiques, humaines, spirituelles. Elle pose ses mains sur la table. Et soudain, la table devient un écran liquide. Des images apparaissent, des océans, des forêts, des étoiles, des civilisations imaginaires, des machines, des visages humains, des regards d'animaux, des mondes qui respirent.
James Cameron ne parle pas encore, il laisse les images parler pour lui. Puis, il relève la tête, sa voix arrive, calme, posée, précise, comme un sonore. Les enjeux mondiaux, selon James Cameron, nous sommes à un moment charnière, dit-il. L'humanité est en train de décider si elle veut continuer à exister. Il ne dit pas ça comme un prophète catastrophiste, comme un homme qui a vu les abysses, les glaciers, les forêts primaires, les océans blessés, comme un homme qui a plongé plus profondément que n'importe quel autre humain vivant, comme un homme qui sait. Pour lui, les enjeux mondiaux se résument en trois axes. La rupture avec le vivant, que nous avons oublié. Nous faisons partie d'un écosystème. Nous nous comportons comme des touristes sur une planète qui n'est pas la nôtre. Nous consommons, nous prenons, nous détruisons sans comprendre que nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis. Il montre des images d'océans plastifiés, des forêts rasées, des glaciers qui s'effondrent, puis il montre des images de Pandora. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est un souvenir, un rappel de ce que nous avons perdu et de ce que nous pouvons encore sauver. Il parle également de la déconnexion intérieure, que l'humain moderne ne sait plus écouter ni la nature, ni les autres, ni lui-même. Nous vivons dans un bruit constant, un flux d'informations qui nous empêche de ressentir. Nous sommes saturés, mais vides. Il parle de l'hyperstimulation, de la vitesse, de la perte de sens. Nous avons oublié comment être présent, comment être vivant. Il parle également de la peur du futur. Nous avons peur de ce que nous comprenons pas. Nous détruisons, nous contrôlons, nous fuyons, mais le futur n'est pas une menace, c'est une invitation, une possibilité, un espace à créer. Il regarde la table, puis moi. Il dit, le futur n'est pas écrit, il attend que nous le dessinions. Il inspire profondément comme un plongeur avant une descente. Tout commence à l'intérieur. Le monde extérieur n'est qu'un miroir. Il parle de revenir au silence, que chaque humain devrait apprendre à se taire, à écouter, à ressentir. Le silence est un portail et c'est là que les réponses arrivent. C'est là que la conscience se réveille. Il parle de retrouver le lien avec la nature, de marcher en forêt, de plonger dans un lac, de toucher un arbre, de regarder un animal dans les yeux. Vous allez vous souvenir, vous allez comprendre que vous n'êtes pas séparés. Il parle également de créer quelque chose, peu importe quoi, un dessin, un texte, une idée, une conversation. La création est un acte de résistance contre la mort intérieure. Créer, c'est se rappeler qu'on est vivant. Il parle également d'oser la profondeur, de rester en surface, de plonger dans les émotions, dans les peurs, dans les désirs, dans nos rêves. La profondeur n'est pas dangereuse, elle est libératrice. Et puis au niveau des solutions collectives, selon James Cameron, il parle de réinventer notre rapport à la technologie, que la technologie n'est pas l'ennemi, c'est un outil. Elle peut détruire ou sauver. Tout dépend de l'intention. Nous devons créer une technologie qui amplifie la vie, pas qui la remplace. Il parle également de protéger le vivant comme un trésor sacré. Les océans, les forêts, les animaux, ce ne sont pas des ressources, ce sont des partenaires, des enseignants, des alliés. Nous devons les traiter comme tels. Il parle également de raconter d'autres histoires. Les histoires façonnent le monde. Si nous voulons changer le monde, nous devons changer les histoires que nous racontons. Des histoires de connexion, des histoires de respect et des histoires d'avenir.
James Cameron baisse les yeux. Une vague d'énergie bleue se déploie autour de lui. Elle est froide, vivante. Elle nettoie, elle clarifie, elle ouvre. Il dit, je vous bénis avec la profondeur, avec le courage de plonger, avec la capacité de voir au-delà du visible, avec la force de créer des mondes nouveaux, avec la mémoire de ce que vous êtes vraiment, des êtres de conscience, des êtres de lien, des êtres de vision. Votre regard perce l'illusion, que votre cœur reste ouvert, que votre esprit reste libre, que vous marchiez sur cette terre comme des gardiens, pas comme des passants. La vague se retire, James Cameron incline la tête, il est venu, il a parlé, il a transmis. L'échange autour de nous se poursuit. Après la table ronde, un autre cercle s'ouvre, plus intime, plus profond, plus silencieux. Un espace où les mots se retirent pour laisser place à la vibration. Un espace où les âmes se reconnaissent. James Cameron se tient devant moi, mais ce n'est plus le réalisateur, l'explorateur, le visionnaire. C'est l'âme indigo, l'être profond qui porte en lui les océans, les mondes invisibles. Il n'a plus la posture du créateur, il a la posture du frère d'âme. Il incline légèrement la tête comme s'il me disait, nous pouvons commencer. Une lumière bleue se déploie autour de lui, mais ce n'est pas une lumière froide, c'est une lumière vivante, liquide, presque respirante. Elle avance vers moi comme une vague lente, douce, enveloppante. Elle ne me touche pas d'un coup, elle m'effleure, me reconnaît, me scanne, non pas pour me juger, mais pour m'accueillir, et je lui ai donné la permission. Cela a dégagé quelque chose dans mon chakra du plexus, puis je l'ai senti comme un nettoiement de structures rigides que je portais ton corps. Cameron ferme les yeux et son âme entre en résonance avec la mienne. C'est pas un soin énergétique vertical ni un soin hiérarchique, c'est un soin miroir. Un espace où deux consciences se rencontrent dans un espace neutre, sacré et protégé. La lumière bleue se déploie autour de mon plexus. Elle ne prend rien, elle n'impose rien, elle dissout. Elle dissout les tensions accumulées, les pressions invisibles, les attentes que je portais pour les autres, les couches de fatigue que je ne nomme pas, mais qui sortent d'ailleurs des résidus émotionnels vécus au cours des derniers mois. Elle agit comme une eau profonde, elle nettoie sans bruit, elle libère sans violence et elle ramène à l'essentiel. Je sens que chacun des chakras en bénéficie. Puis la vague est remontée à mon cœur, a ouvert un espace où j'ai pu respirer plus grand, plus large, plus vrai. Puis Cameron a ouvert les yeux, ils sont d'un bleu presque transparent, il me regarde comme on regarde une vérité. Il dit, tu portes beaucoup, Julie. Tu n'es pas seule, tu n'as jamais été seule, tu n'es pas venue pour porter, tu es venue pour transmettre. Puis la vague bleue, il s'est retiré doucement, mais en dessous de mes pieds, en faisant de l'espace et un nettoyage avec la terre. Mais elle laisse derrière moi une clarté nouvelle, une sensation d'espace intérieur retrouvé dans ses profondeurs. Puis Cameron a tendu les mains dans ses paumes. Une petite sphère qui est apparue. Elle ressemblait à une goutte d'océan, mais elle contient des images en mouvement, des mondes, des idées, des visions, des fragments du futur. Et il me dit, je te donne ceci. C'est un outil, un appel, un rappel, un accès. C'est un cadeau symbolique pour aider la vision, la capacité de voir au-delà du visible, de capter l'intuition profonde, la créativité qui ouvre des mondes, la force de plonger sans se perdre. Il me la remet, cette sphère dissout dans ma poitrine comme une inspiration. Et puis, la main sur mon cœur, j'ai voulu lui retransmettre une lumière dorée qui est apparue, une fraction de ma lumière, de mon essence et de mon feu intérieur. Elle a pris la forme d'une petite flamme stable, douce, indestructible.
Puis je lui ai tendu, je lui ai dit, je te donne ceci, la chaleur, la présence, la mémoire du cœur, pour que tes mondes restent humains, pour que ta vision reste reliée, pour que ton feu intérieur ne devienne jamais froid. Et cette flamme est placée entre ses mains, ne brûle pas, elle éclaire. Cameron ferme les yeux, la reçoit, l'accueille et comprend. Et là, ça l'a détaché dans son chakra de la couronne, comme si ça avait ouvert des nouveaux plans de conscience qui montaient plus haut dans ses chakras supérieurs. Et lui aussi a pu dégager certaines limites qu'il y avait pour son imaginaire et sa vision. Il y a quelque chose qui va être plus stable, plus ancré à partir de son être multidimensionnel pour qu'il apprenne à mieux opérer et diriger ses opérations, sa connaissance dans l'âme multidimensionnelle qu'il est. Et je lui ai posé les mains au-dessus de lui, non pas comme une guérisseuse, mais comme une sœur d'âme. Puis j'ai laissé cette lumière dorée se déployer autour de lui. Et je lui dis, je te bénis pour ta vision, pour ton courage de plonger là où personne n'ose aller, pour ta capacité à ouvrir les mondes qui réveillent la conscience, pour ta fidélité à la terre, à l'eau, au vivant, pour ton engagement à montrer ce que nous ne voulons pas voir, pour ta force tranquille, ton exigence et ton intégrité. Je te bénis pour les mondes que tu as créés, pour ceux que tu n'as pas encore révélés. Je te bénis pour ton âme indigo, ta profondeur et ta vérité. Que ton regard reste clair, que ton cœur reste ouvert, que ta vision reste libre et que ton œuvre continue d'éveiller l'humanité. Et je lui ai transmis une bague qui lui amène une main jaune, vraiment pour qu'il puisse apprendre à pacifier ces informations multidimensionnelles qui vont commencer à circuler avec une meilleure fluidité, une meilleure réception, puis une meilleure absorption pour mieux se définir, équilibrer sa jeune fille intérieure, tapisser son estomac comme une alcalinité pour l'aider vraiment à stabiliser son processus digestif. Et puis, de continuer à soigner sa lignée maternelle et aussi en lien avec la terre. Alors voilà, la lumière dorée s'est déposée sur ses épaules comme un manteau. Il a incliné la tête, me remercié sans mots, et puis on a complété ce que nous pouvions faire dans un premier temps. Alors voilà pour James Cameron. Poursuivons avec notre prochain invité. Oui, je vous présente Steven Spielberg avec une chanson tribute aussi qui s'appelle The Complete Supercut. Alors, pour accueillir l'âme de Steven, nous vous proposons la trame, un montage magistral qui traverse toute l'étendue de son œuvre. Émerveillement, humanité, aventure, innocence, courage et cette capacité unique à transformer chaque histoire en expérience émotionnelle profonde. Cette vidéo met en lumière la signature de Spielberg, son regard d'enfant visionnaire, sa sensibilité à la lumière, sa façon de révéler la beauté dans l'ordinaire et l'extraordinaire. Portée par une musique immersive, cette trame ouvre un espace où l'on ressent la magie, la nostalgie et la puissance narrative qui ont marqué des générations. Elle prépare magnifiquement l'entrée de son âme en nous reconnectant à ce que le cinéma peut éveiller de plus vrai en nous. Alors, pour le portrait global, ben, c'est un conteur du monde moderne, ce Steven Spielberg. Il y a des artistes qui façonnent une époque et puis il y a ceux qui façonnent l'imaginaire de l'humanité entière. Steven Spielberg appartient à cette seconde catégorie, celle des très rares créateurs dont l'histoire devienne des mythes, des repères, des souvenirs communs, des fragments de mémoire collective. Il est né le 18 décembre 1946 à Cincinnati, dans une famille juive d'origine ukrainienne et polonaise. Steven Allen Spielberg arrive dans le monde avec un héritage lourd, celui de la migration, de la survie, de la mémoire blessée.
Son nom hébraïque, Samuel, est un hommage à son grand-père disparu avant sa naissance, un fil invisible qui reliera toute sa vie l'enfant timide au devoir de transmission. Son père, Arnold, pionnier de l'informatique, construit des machines qui calculent. Sa mère, Léa, pianiste de concert, construit des mondes qui vibrent. Entre les deux, Steven apprend très tôt que la technologie et l'émotion ne sont pas contraires, mais des alliés, et cette alliance deviendra sa signature. Mais l'enfance n'est pas douce. Il subit l'antisémitisme, l'exclusion, la honte de ses origines. Il se réfugie dans les salles obscures, dans les bandes dessinées et dans les films du samedi. À 12 ans, il tourne son premier film. À 14 ans, il en tourne un de 140 minutes. À 21 ans, il signe Amblin, qui lui ouvre les portes d'Universal. Il devient le plus jeune réalisateur de l'histoire à signer un contrat à long terme avec un grand studio. Et le reste appartient à la légende. Alors, Steven Spielberg n'a pas seulement réalisé des films, il a créé des archétypes modernes, des images fondatrices des émotions universelles. Le requin de Jack qui surgit des profondeurs de nos peurs, le doigt lumineux d'E.T. qui touche le cœur de l'enfance, la silhouette d'Indiana Jones, le chapeau incliné avec le fouet à la main, les dinosaures de Jurassic Park plus vivants que nature. Le débarquement de Saving Private Ryan filmé comme une mémoire traumatique. La petite fille au manteau rouge de Schindler List, symbole de l'innocence dans l'horreur. Spielberg a donné au monde des images qui ne s'oublient pas, des images qui nous accompagnent, qui nous forment, qui nous hantent même parfois. Sa filmographie se divise en deux continents. Bon, le cinéma de l'émerveillement, celui qui nous fait croire que tout est possible. E.T., Rencontre du troisième type, Indiana Jones, Jurassic Park, Minority Report, Ready Player One. Le cinéma de la mémoire, celui qui nous rappelle que tout peut basculer. La liste de Schindler, Il faut sauver le soldat Ryan, Amistad, Munich, Lincoln, The Fabelmans. Spielberg est l'un des rares artistes capables de passer d'un monde à l'autre, parfois dans la même année. En 93, il réalise Jurassic Park et La liste de Schindler, le plus grand divertissement et le plus grand film de mémoire jamais retourné. Deux pôles, une seule âme. Bon, c'est comme si l'enfant blessé qui n'a jamais cessé de filmer l'enfance. Au cœur de son œuvre, il y a toujours un enfant qui cherche un père, un enfant qui cherche sa place, un enfant qui voit ce que les adultes ne voient pas. Cette obsession vient de loin, du divorce de ses parents, de l'absence de la culpabilité et du silence. Spielberg a passé sa vie à filmer ce qu'il n'a pas pu dire. The Fabelmans en est la confession la plus directe. Spielberg n'est pas seulement un conteur, il est un témoin, un passeur, un gardien de la mémoire. Il crée en 1994 la USC SOA Foundation qui recueille des milliers de témoignages de survivants de la SOA. Il s'engage contre l'homophobie, contre la guerre en Irak, contre les injustices. Il refuse de collaborer aux Jeux olympiques de Pékin pour protester contre le Darfour. Il soutient Obama, Clinton, mais aussi Schwarzenegger parce que pour lui, l'humanisme passe avant les partis. Spielberg est un homme de conviction, mais surtout de conscience. Avec DreamWorks, fondé en 1994 avec Jeffrey Katzenberg et David Geffen, Spielberg devient non seulement un réalisateur, mais un architecte de l'industrie. Il produit, accompagne, soutient, révèle. Il est derrière Retour vers le futur, Gremlins, Men in Black, Transformers, Jurassic World, First Man, Maestro.
Il est partout, souvent sans que le public le sache. Il révolutionne aussi la télévision. Urgence, Band of Brothers, The Pacific, The Tiny Toon, The Under the Dome. Spielberg a fasciné l'imaginaire de plusieurs générations d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Malgré sa fortune colossale, malgré ses records, ses succès, Spielberg reste un homme pudique, discret, profondément attaché à sa famille. Il est le parrain de Gwyneth Paltrow. Il est le père de 7 enfants. Il est l'époux de Kate Capshaw depuis 91. Il est un ami fidèle, un collaborateur royal, un homme qui rit facilement. Il est aussi un survivant, victime de l'affaire Madoff. Il perd une partie de sa fortune, mais se relève, comme toujours. Alors, Steven Spielberg, c'est un héritage de plus de 12 milliards de dollars de recettes mondiales, plus de 99 millions d'entrées en France, 5 films dans le top 100 de l'AFI, des dizaines de prix d'Oscar, de Golden Globe, de BAFTA, des images gravées dans l'inconscient collectif, une influence qui dépasse le cinéma, une œuvre qui a changé la manière dont nous rêvons, dont nous avons peur et dont nous espérons. Spielberg n'est pas seulement un réalisateur, il est un passeur d'émotions, un architecte de l'imaginaire, un gardien de la mémoire, un enfant qui n'a jamais cessé de croire, un homme qui filme pour réparer, un visionnaire qui filme pour relier. Il est peut-être le plus grand conteur de notre époque. Je présente la deuxième trame sonore de Beauty of Steven Spielberg, qui est un autre tribut. C'est un montage profondément émouvant qui met en lumière la sensibilité unique de ce maître du cinéma. À travers des extraits de ses films les plus marquants, de l'émerveillement de l'enfance à la puissance des récits humains, cette vidéo révèle la signature de Spielberg, une capacité rare à toucher les cœurs, à éveiller la compassion, à rappeler la magie du monde et la force des liens humains. La musique enveloppante et lumineuse amplifie cette dimension émotionnelle et ouvre un espace intérieur où on la ressent, toute cette douceur, la profondeur et l'humanité de son œuvre. Une trame parfaite pour préparer son arrivée vibratoire. Alors, dans son énergie, bon, oui, j'ai vu une énergie très particulière, celle du guérisseur par l'histoire. C'est le voyageur, le chercheur de sens, le pédagogue, le gardien des mythes. C'est exactement Spielberg, un homme qui raconte pour réparer. Puis dans ces énergies, on voit beaucoup de feu et de terre. Le feu qui donne l'inspiration et la terre qui donne la structure. Ensemble, ils créent des récits qui durent. Et c'est le chemin de vie des bâtisseurs, des architectes, des gardiens, des personnes qui donnent une forme au monde. Spielberg est un constructeur de la mythologie moderne. Il ne rêve pas, il incarne. Il ne flotte pas, il structure. Et ça explique son énergie avec une grande rigueur, sa longévité aussi, sa capacité à créer des œuvres qui traversent les générations, puis son rôle de pilier dans l'industrie. Il est d'une couleur d'âme or. C'est la couleur des guérisseurs, des enseignants, des êtres venus transmettre des âmes anciennes. C'est la couleur de ceux qui portent la mission de mémoire. Spielberg ne divertit pas, il transmet. Il fait partie de la famille d'âmes des conteurs, ceux qui guérissent par les histoires. Ce sont les bardes, les enseignants, les passeurs de mémoire, les gardiens de récits. Spielberg raconte ce que le monde n'oublie pas. Et au niveau de son livre de vie, ben, j'ai vu dans ses anciennes vies, ses anciennes incarnations, un scribe de l'Antiquité. Il y avait vraiment l'obsession de la transmission, de la mémoire, du récit qui survit au temps. Puis c'était une vie où, bon, il aurait passé beaucoup de temps à écrire, à archiver,
à préserver, à transmettre, à documenter, à raconter pour ne pas que le monde oublie. Puis, dans cette vie-ci, ça explique un peu son obsession pour la mémoire collective, son besoin de raconter l'histoire à travers les récits humains, puis sa manière de raconter les films comme s'il consignait quelque chose d'essentiel. Tu sais, dans cet archétype, le scribe n'est pas un écrivain simple, c'est un gardien de la mémoire du monde. Il écrit pour que les générations futures sachent. Il écrit pour que les morts ne disparaissent pas, pour que les erreurs ne se répètent pas. Alors, ça explique pourquoi Spielberg porte une telle responsabilité morale dans son œuvre. Il ne divertit pas, il transmet. J'ai vu également une incarnation où il est témoin d'un génocide en moment de guerre et son âme porte la mémoire du trauma collectif au niveau de la mémoire de violence, la conscience de l'inhumanité, la nécessité de témoigner, la responsabilité de raconter ce que d'autres préfèrent oublier. Chez Spielberg, cette vision se manifeste dans son besoin de filmer la guerre avec réalisme, son obsession pour la dignité humaine dans l'horreur, sa capacité à montrer la violence sans la glorifier. L'âme n'est pas victime, elle est témoin. Elle porte la mémoire pour que le monde ne puisse pas détourner le regard. J'ai vu également un conteur tribal. C'était une âme qui rassemblait la communauté autour du feu, un gardien de mythes, un protecteur de l'enfance, le créateur de récits fondateurs, celui qui rassemble les gens pour leur rappeler qu'ils appartiennent à une même histoire. Ce sont des récits qui parlent à l'enfant intérieur. Ce sont des récits qui rassemblent les familles et qui créent des liens. Le conteur tribal n'est pas un simple narrateur, c'est un guérisseur social. Il raconte pour apaiser, unir, transmettre, émerveiller, rappeler la magie du monde. Spielberg a cette capacité rare, celle de parler à toutes les générations en même temps, celle de créer des mythes modernes qui deviennent des repères culturels. Et j'ai soulevé également une incarnation où il est un moine chroniqueur. Il se documentait beaucoup, s'occupait des archives, ça ordonnait, structurait. C'est différent du scribe. Le scribe transmet, le moine chroniqueur organise. Il représentait la rigueur, la discipline, la structure, l'archivage, la préservation du savoir, la mise en ordre du chaos. Dans cette vie-ci, ben, ça l'a influencé Spielberg dans cette vibration qui s'est manifestée par sa précision narrative, sa capacité à structurer les récits complexes, son obsession du détail historique, son besoin de documenter les événements réels et son rôle de producteur qui organise, soutient, préserve. Le moine chroniqueur était celui qui classe, ordonne, archive, protège, transmet avec exactitude. C'est l'âme qui veille à ce que rien ne se perde. Alors, si on y va avec ces quatre vies-là, ben, avec le scribe, il transmettait la mémoire. Avec le témoin de guerre, il portait la conscience de l'ombre humaine. Le conteur tribal qui guérit par les histoires et le moine chroniqueur qui structure, ordonne et préserve. Ben, ces quatre archétypes expliquent pourquoi Spielberg est à la fois un créateur populaire, un gardien de la mémoire, un témoin moral, un architecte de récit, un homme qui parle à l'enfant, un homme qui parle à l'humanité. Il explique aussi pourquoi son œuvre est si vaste, si diverse, si profonde. Il ne vient pas d'un seul lieu symbolique, il vient de quatre lignées mystiques. Spielberg porte la mémoire d'un homme qui a vu l'horreur et qui a choisi dans cette vie de la transformer en lumière. Il est venu pour guérir la mémoire collective, raconter ce que l'humanité ne doit jamais oublier, réconcilier l'enfance et l'adulte et rappeler que les histoires sont des remèdes. Alors, pour compléter l'univers émotionnel et humaniste de Steven Spielberg, nous vous proposons la magnifique
dernière trame sonore de l'émission, qui est un tribute qui porte simplement son nom. Cette trame met en lumière la profondeur de son œuvre à travers un montage vibrant où une musique et images se répondent pour révéler l'essence même de son génie, la capacité de raconter l'humain avec une sensibilité rare, d'éveiller l'émerveillement, de toucher l'enfance intérieure et de rappeler que la magie existe encore dans le monde. Son montage rend hommage à son regard unique, à sa douceur, à sa puissance narrative et à son talent pour transformer des histoires simples en expériences universelles. Une trame qui ouvre le cœur et qui prépare parfaitement l'arrivée vibratoire de son âme à la table ronde. La lumière change après la profondeur indigo de Cameron. Une chaleur dorée se répand dans l'espace. Une lumière douce, presque familiale, comme un coucher de soleil sur une banlieue tranquille. Steven Spielberg apparaît. Il n'entre pas comme un maître, mais comme un ami, comme un conteur qui revient au foyer, comme un homme qui porte dans ses mains la mémoire du monde. Il s'assoit et autour de lui, l'air devient plus léger, plus humain, plus tendre. On entend presque des rires d'enfants, des vélos qui roulent, des portes de garage qui s'ouvrent, des familles qui se rassemblent. Il apporte avec lui l'enfance, la guérison et la mémoire. Il pose sa main sur la table et la table devient un album. Des images apparaissent, des visages d'enfants, des familles, des guerres, des survivants, des dinosaures, des extraterrestres bienveillants, des pères qui reviennent, des mères qui protègent, des héros ordinaires. Spielberg sourit, un sourire doux, presque timide, puis il parle. Nous sommes en train de perdre notre humanité, dit-il, pas parce que le monde est mauvais, mais parce que nous avons oublié comment nous relier. Pour lui, les enjeux mondiaux se résument en trois blessures. La fracture de l'empathie. Nous ne voyons plus, nous n'écoutons plus, nous ne reconnaissons plus dans l'autre. Nous avons trouvé que chaque humain porte une histoire et que chaque histoire mérite d'être entendue. Il montre des images de conflits, de divisions, de murs, de peur. Puis il montre E.T. Ce petit être nous a rappelé que la différence n'est pas une menace, c'est une rencontre. Il parle de la perte de la mémoire. Nous oublions trop vite les guerres, les génocides, les injustices, les erreurs. Et quand on oublie, on répète. La mémoire est un vaccin, sans elle, l'humanité retombe malade. Il montre la petite fille au manteau rouge, il montre les soldats de Ryan, il montre les esclaves d'Amistad, il montre les survivants de la Shoah. Nous devons nous souvenir, pas pour souffrir, pour guérir. Il parle de la crise de l'enfance. Les enfants ne sont plus protégés, ils sont exposés, pressés, écrasés, ils perdent leur innocence trop tôt et un monde qui perd son enfance perd sa lumière. Au niveau des solutions personnelles, selon Steven Spielberg, c'est de revenir à l'enfance, pas à l'immaturité, mais à l'émerveillement, à la curiosité, à la capacité de croire, à la capacité d'aimer sans condition. Puis il sourit. L'enfance n'a pas un âge, c'est un état de conscience. Il parle de raconter son histoire. Chaque humain porte un récit et tant qu'il n'est pas raconté, il pèse. Racontez, écrivez, partagez, libérez, les histoires guérissent. Puis de réparer la relation au père. Le père absent, le père dur, le père silencieux, c'est une blessure collective. Guérir cette relation, c'est guérir une partie du monde. Il parle de choisir la bonté, que la bonté n'est pas naïve, elle est courageuse, elle est révolutionnaire, elle est contagieuse, mais surtout nécessaire. Puis au niveau des solutions collectives proposées par l'âme de Steven, il parle de protéger l'enfance, l'éducation, la sécurité, la créativité, la liberté. Ce sont les fondations d'un monde sain. Un monde qui protège ses enfants se protège lui-même. Il parle de préserver la mémoire.
Les musées, les témoignages, les films, les archives, ce sont des remparts contre la barbarie. Nous devons les soutenir, les transmettre, les honorer. Il parle de raconter d'autres récits collectifs. Nous avons besoin d'histoires qui rassemblent, d'histoires qui réparent, qui rappellent que nous sommes une seule humanité. Il parle d'humaniser la technologie. La technologie doit servir l'humain, pas pour le remplacer. Elle doit amplifier la compassion, pas la réduire. Il ferme les yeux, une lumière dorée se déploie autour de lui. Elle est chaude, douce, enveloppante. Elle guérit, elle apaise, elle répare. Il dit, je vous bénis avec la mémoire, avec la capacité de vous souvenir de qui vous êtes, avec la force de raconter votre histoire, avec la douceur de l'enfance retrouvée, avec la lumière qui ne s'éteint jamais. Que votre cœur reste ouvert, que votre regard reste tendre, que votre voix devienne un pont, et que vous marchiez sur cette terre comme des guérisseurs, non pas comme des spectateurs. La lumière se retire, Spielberg incline la tête. Il est venu, il a parlé, il a transmis. L'espace change à nouveau. Après la profondeur bleue de Cameron, une lumière dorée se répand dans la pièce, une chaleur douce, familière, presque domestique. Steven apparaît. Il n'entre pas comme un ami, il entre comme un conteur qui revient au foyer, comme un homme qui porte dans ses mains la mémoire du monde. Il s'approche de moi avec une douceur rare, il s'assoit et autour de lui, l'air devient plus tendre. Une lumière dorée se déploie. Elle n'est pas brillante, elle est chaude, stable et rassurante. Elle avance vers moi comme une couverture que l'on pose sur les épaules d'un enfant. Elle nettoie pas, elle répare. Elle ne dissout pas, elle recoue. Elle vient toucher les zones de fatigue émotionnelle, les blessures anciennes qui tirent encore, les espaces où je me suis oubliée, les endroits où j'ai trop porté longtemps, les mémoires familiales qui vibrent encore. Steven ferme les yeux, son âme dorée entre en résonance avec la mienne, c'est un soin de réconciliation. C'est une lumière dorée qui se pose sur mon cœur. Elle ne s'ouvre pas, elle le rassemble. Elle ramène les morceaux dispersés. Elle ramène l'enfant intérieur et la douceur. Puis elle descend dans mon ventre, m'apaise, stabilise et m'ancre. Steven ouvre les yeux, ils sont pleins de tendresse rare. Il dit, tu donnes beaucoup, Julie, mais tu as aussi le droit de recevoir. Tu as le droit d'être porté, d'être douce avec toi-même et tu n'as plus à être forte tout le temps. La lumière dorée s'est retirée, mais laisse derrière elle une sensation de chaleur intérieure, une sensation de sécurité et une sensation de foyer. Et moi, je lui offre un cœur de lumière ouvert avec une base qui l'amène à reconnaître sa valeur intérieure. C'est comme si ce sentiment de lumière s'approchait de lui pour vibrer encore plus l'unité. Et puis de réconcilier son cœur avec les dissociations amoureuses en lien avec d'autres générations pour l'amener à se stabiliser dans un besoin de ne pas se voir comme un futur nouveau jeune, si on peut dire, mais que son cœur d'enfant puisse suivre l'homme qu'il est devenu. Et puis, on s'est fait un cadeau spirituel, un échange. Dans ses paumes, il m'a offert un petit objet lumineux qu'est une lanterne. Elle est simple, presque infantile, mais contient une lumière qui ne s'éteint jamais. Et il me dit, je te donne ceci, c'est la lumière de l'enfance et de l'espoir, la lumière de la bonté qui guide quand tout semble sombre. Garde-la, elle te rappellera que tu n'es jamais seul dans la nuit. Je l'ai pris avec un grand merci, je l'ai assimilé et dissoute dans mon cœur. Et j'ai posé une main sur mon plexus pour qu'une lumière blanche apparaisse pure, verticale et stable. Et elle a pris la forme d'une clé. Je lui ai tendu
7 clés et je lui ai dit: «Je te donne ceci, la clé de la profondeur, la clé de la vérité intérieure qui ouvre les portes de la conscience pour que tes histoires continuent de guérir, pour que ta lumière continue de toucher le monde et que tu sois capable de l'aimer véritablement à partir de ta source.» Il a reçu la clé qui brillait dans sa main et il m'a dit: Je comprends.» Et j'ai mis mes mains autour de lui comme une lumière dorée et blanche qui se déployait autour. Et je lui ai dit: Steven, je te bénis pour ta capacité à guérir par les histoires, pour ta douceur, ta mémoire, ta tendresse, pour ton courage de regarder l'ombre et de choisir la lumière, pour ta fidélité à l'enfance, à l'humanité, à la bonté. Je te bénis pour les récits que tu as transmis, pour ceux que tu porteras encore, et je te bénis pour ton âme dorée, pour ta permission et ta mission de guérisseur pour que ta lumière ne s'éteigne jamais, que ton cœur reste ouvert, que ta mémoire reste vivante, que ta lumière continue d'éclairer le monde et que ton œuvre continue à rassembler l'humanité. Et la lumière s'est déposée sur lui comme une bénédiction ancienne. Il a incliné la tête, me dit merci et ça a comme complété notre échange. Et là, quand les deux sont assis, quelque chose d'immense se produit, le cercle se stabilise, le feu et l'eau se rencontrent, le futur et le passé parlent, le visionnaire et le guérisseur s'accordent. Cameron apporte la verticalité, la plongée, l'ascension, la frontière entre les mondes. Spielberg apporte l'horizontalité, la mémoire, la famille, l'humanité, la guérison. Puis ensemble, ils créent un espace où l'imaginaire devient un portail, la mémoire devient un remède, la technologie devient un langage, l'enfance devient une boussole, le cinéma devient un acte spirituel. Et les deux me regardent. Ils attendent mon ouverture. Ils savent que je suis la passeuse, la voix, la gardienne du cercle. Et ensemble, sans mots, ils me disent: Nous sommes prêts, fais-nous rentrer dans ton monde. Alors, au niveau de la lecture croisée, OK, Cameron, c'est le visionnaire, Spielberg, le guérisseur. Cameron ouvre les mondes, Spielberg répare le monde. Cameron explore l'invisible, Spielberg éclaire l'humain. Cameron, l'âme indigo, Spielberg, l'âme dorée. Cameron vient du futur, Spielberg vient du passé. Et ensemble, ils forment un duo mythique. L'un montre ce que nous pouvons devenir et l'autre nous rappelle d'où nous venons. Alors voilà, merci. Merci à vous qui êtes restés jusqu'au bout de cette rencontre céleste, de cette exploration vibratoire et de cette plongée dans l'âme de deux créateurs qui ont marqué notre imaginaire collectif. Merci d'avoir ouvert votre cœur, votre esprit, votre curiosité et votre sensibilité. Merci aussi à notre précieux Focus Group, à toute l'équipe qui nous accompagne dans l'ombre, qui réfléchit, qui ressent, qui analyse, qui nous aide à pousser plus loin, à affiner, à comprendre ce qui vous touche, à ce qui vous nourrit et qui vous élève. Votre participation est essentielle, votre présence est un cadeau et votre regard nous permet d'évoluer ensemble. Et si cette émission vous a parlé, vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, sourire, vibrer, bien, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux. C'est la meilleure façon de soutenir notre travail, de faire rayonner cette démarche et d'aider d'autres personnes à découvrir ce que nous créons ici semaine après semaine. Et bien sûr, je vous invite à aimer et vous abonner à nos plateformes, notre chaîne YouTube et notre page Facebook sous le nom Émission Évoluant avec l'âme des célébrités. Toutes nos émissions sont disponibles gratuitement en tout temps et sans aucune publicité parce que notre intention est de vous offrir un espace pur, un espace libre de conscience et de connexion. Je suis disponible également pour des consultations et je vous offre plusieurs outils comme des méditations guidées et même des séries ateliers. Merci d'être là, merci d'être vous et de faire partie de cette communauté qui grandit, qui s'ouvre et qui évolue. On se retrouve vendredi prochain à midi pour une rencontre nouvelle avec des âmes, pour une nouvelle exploration et un nouveau voyage intérieur. D'ici là, prenez soin de vous, de votre lumière et souvenez-vous, nous évoluons ensemble. Soyez bénis. Namasté.